Amis guitaristes, bonjour et bienvenue dans l'atelier de Tanko. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, je veux vous parler des câbles, ces éléments complètement indispensables à la vie du guitariste. Alors, à moins que vous jouiez avec aucune pédale et uniquement un système sans fil, vous êtes quand même obligé d'avoir des câbles dans votre housse ou dans votre pedalboard. C'est sûr que pour transporter l'électricité de votre guitare jusqu'à votre ampli, vous n'avez pas non plus 36 000 solutions. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi est-ce que ça vaut le coup et pourquoi est-ce que c'est pas non plus trop cher d'investir dans de bons câbles. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai quel est le câble que moi j'utilise et qui, à mon sens, est le meilleur pour les instruments et tout ce qui est guitare, basse, clavier. Tout d'abord, il faut regarder ce qui vous plaît. C'est quand même assez important, mine de rien. Quelle est la forme qui vous intéresse? Quelle est la couleur? Est-ce que les connecteurs doivent être coudés ou droits en fonction de la guitare que vous avez? Parce qu'effectivement, un connecteur coudé, c'est pratique par exemple sur une Les Paul ou une SG, mais un connecteur droit, c'est beaucoup mieux sur une Stratocaster avec son insert jack sur le côté. Il y a aussi la texture du câble qui va jouer. Est-ce que vous préférez un câble intégralement en plastique ou un câble avec une imitation tweed autour? De quelle couleur? Plutôt noir, plutôt jaune, style vintage? Et il y a d'autres câbles un peu particuliers, comme par exemple le câble spirale, qui permet de ne pas se préoccuper vraiment de la longueur du câble sur scène et de se balader un peu d'un bout à l'autre de la scène. Ça, c'est ce que j'ai vu Julien Bitoun utiliser, donc la bise à lui s'il regarde cette vidéo d'ailleurs. C'est quand même effectivement assez pratique. Moi, je trouve que c'est pas très pratique pour le rangement, mais beaucoup plus pratique dans l'utilisation que vous en avez. Et puis ça donne un effet un peu vintage roots qui pour le coup va plutôt bien à Julien. Pareil, vous avez pas mal de câbles qu'on dit de patch pour votre pedalboard. Moi, ce que je vais préférer utiliser, c'est les câbles style EBS flat patch ou les Rockman qui sont méga fins de façon à ce qu'on puisse facilement les placer dans un pedalboard en gagnant le maximum d'espace. C'est sûr que si votre connecteur derrière votre pédale, il fait ça, vous allez perdre pas mal d'espace à chaque fois que vous allez les chaîner. Déjà en top jack, lorsque les jacks sont montés sur le haut, ça prend de la place. Alors en plus, si c'est sur les côtés, laissez tomber, vous allez perdre beaucoup trop de place et vous pourriez quasiment rajouter une pédale entière sur la ligne de votre pedalboard en passant tous vos câbles en flat patch. Donc pour moi, au niveau des pedalboards, c'est du flat patch. Point. Certains pourront me dire que oui, les câbles droits versus les spirales, ça s'en mêle, c'est quand même pas très pratique. Alors oui, mais si vous apprenez à lover correctement vos câbles et à les enrouler, et surtout à avoir ces petites sangles pour les maintenir enroulés pour pas que ça s'ouvre dans votre pedalboard ou dans votre housse de guitare, c'est quand même vachement plus pratique et ça dure très longtemps, donc c'est pas un argument. Bref, tous ces éléments-là, c'est plutôt d'un point de vue esthétique. Mais je veux vous parler surtout du point de vue électronique, vous vous en doutez, pour vous expliquer pourquoi est-ce que un bon câble, ça coûte quand même un peu plus d'argent qu'un mauvais câble, et pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire. Au niveau électronique, un câble, c'est aussi bête que un fil, qu'on appelle une âme, qui va venir en fait se placer au centre du câble. Cette âme est entourée d'une gaine isolante, pour éviter les faux contacts justement avec la tresse qui est placée juste après, et qui sert aussi de blindage. Effectivement, un câble, c'est pas juste un signal, il faut le retour du signal, il faut lui donner une référence, donc en fait on se sert de la tresse comme masse électrique pour dire, voilà, la tresse c'est 0 volts, et le signal, il va venir moduler autour de ce 0 volts. Et puis bien sûr, on va pas laisser la tresse à l'air libre, donc on lui remet une autre gaine isolante par-dessus. Alors il existe parfois des feuillards supplémentaires au niveau de la tresse qui sont soit en aluminium, soit en cuivre, qui sont parfois, on va avoir aussi parfois des doubles tresses, voire des triples protections avec un blindage électrostatique. Tout ça, ça fait partie de la qualité du blindage du câble. Donc ça, c'est ce qui va venir empêcher les perturbations électromagnétiques à l'extérieur du câble, genre la lampe que j'ai là, des néons ou un mauvais réseau électrique, de venir se propager par des rayonnements électriques dans votre câble. Parce que si le câble n'est pas bien blindé, vous allez le capter dans votre signal, vous allez avoir un magnifique buzz, même si vous avez des micro-doubles. Pas très pratique. Comme il s'agit de fils, chaque fil a une résistance et une inductance qui lui est propre, qui dépend de sa taille et aussi de sa longueur. Quand on fait le calcul, on se rend compte que l'inductance, donc le côté bobine, il est quasiment nul, et en fait le côté résistance aussi. On parle de genre 100 ohms au kilomètre. Avant d'avoir des câbles qui font 1 km, votre PEL y est déjà passé. Donc ces éléments-là, c'est pas ça qui va vraiment participer aux pertes de son qu'on peut entendre parfois dans un câble. Parce que je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais avec un câble trop long ou de mauvaise qualité, on a tendance à perdre beaucoup de claquants et beaucoup d'aigus dans le son. C'est notamment audible sur les Telecasters et les Stratocasters, donc des micros simples qui ont naturellement beaucoup plus d'aigus que des micros doubles. Alors d'où ça vient vraiment ? En fait,
Quand on a deux conducteurs qui sont séparés par un isolant, genre par exemple, à tout hasard, une âme et la tresse de blindage d'un câble, eh ben on a ce qui s'appelle une capacité. Autrement dit, on a des charges électriques qui vont quitter l'âme pour rejoindre la tresse au travers de l'isolant. Donc il n'y a pas de passage continu d'électricité au travers, ça se fait vraiment par, un peu comme si on donne un coup et que ça se répercutait jusqu'à la tresse. C'est vraiment cet esprit-là, on va venir bloquer le passage de certaines fréquences, et plus la capacité est élevée, plus les blindages sont prononcés et plus le câble est fin, plus on va perdre d'aigus. Donc en fait, il y a pas mal de paramètres géométriques aussi qui vont venir être pris en compte dans le calcul de cette capacité parasite du câble. Et les mauvais câbles, ça peut vite aller très très haut. On parle de capacités parasites qui sont de l'ordre de 200 à 300, 400 picofarads par mètre. Alors là, c'est les valeurs les plus extrêmes. La moyenne, on va dire, c'est dans les 100 picofarads par mètre. Et si vous êtes en dessous, c'est que vous êtes quand même sur un bon câble. Ça, c'est vraiment ce que vous allez retrouver sur les docs des constructeurs. Et c'est le truc qu'ils doivent vous écrire. S'ils ne vous donnent pas ça, ça ne sert à rien. Vous ne saurez pas comment le câble se comporte en fréquence. Vous ne saurez pas à quel point il va venir vous manger vos fréquences. Plus ce chiffre-là est faible, et plus vous allez conserver des aigus. Pour un son vintage, vous pouvez, si vous le souhaitez, chercher un son plus grave, plus terne, et dans ce cas-là, ça sera adapté de prendre un câble avec une plus grosse capacité par mètre. Donc l'unité, c'est des picofarads par mètre, ça s'écrit PF/M, et c'est ça que vous allez retrouver dans la doc de constructeur lorsque, généralement, ils l'écrivent. Alors tous ne le font pas, c'est un peu dommage. Si jamais vous placez des câbles qui ont une grosse capacité après un buffer, généralement ça ne pose pas vraiment de soucis, parce que le buffer il est lui-même calculé et construit, c'est vraiment son idée, pour propager sa tension coûte que coûte. Il s'en moque un petit peu, il va avoir ce qu'on appelle une impédance de sortie, mais ça c'est un terme technique que je décrirai un autre jour. En fait, le buffer va avoir une impédance de sortie relativement faible, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est construit. Alors je parlerai des impédances dans un autre épisode, mais retenez juste qu'en gros, il a assez de tension et de courant, assez de punch si vous voulez, pour contrecarrer l'effet de la capacité parasite du câble. Donc en fait, il va pouvoir attaquer le câble sur des grandes longueurs sans avoir de problème. Faut aussi voir que la longueur, ça joue beaucoup. Il n'y a pas que la qualité du câble. D'ailleurs, le blindage aussi joue. Plus le blindage est fort, et généralement, plus vous allez avoir une capacité qui est grande. Plus le câble est long, mais plus l'effet est prononcé, puisqu'il se déroule sur l'intégralité du câble. Donc vous allez avoir une capacité globale de votre câble qui est plus élevée encore. Et enfin, si le câble a un gros diamètre, vous allez avoir certainement plus d'isolant entre l'âme et la tresse, et vous allez du coup avoir moins de capacité aussi. Donc le diamètre du câble va venir jouer aussi. En revanche, votre guitare, en général, sauf guitare active, n'a pas de buffer du tout. Et c'est même pire que ça. En fait, votre micro de guitare, c'est une belle grosse bobine qui a à la fois de la résistance et une très forte inductance de plusieurs henry. Ça c'est l'unité de l'inductance, je ne décris pas, et en gros c'est beaucoup, genre vraiment beaucoup. Vous avez beaucoup de tours de fil pour réaliser un micro simple déjà. Les P90 c'est encore un peu plus, et les doubles, du coup c'est 2 micros, donc c'est vraiment le max que vous allez avoir en général. L'inconvénient c'est que plus cette inductance est élevée dans votre micro, ou plus sa résistance aussi est élevée, et plus vous allez créer un filtre fort avec la capacité de votre câble. C'est là que se produit réellement la perte d'aigus. C'est simplement que votre micro est absolument pas capable de délivrer assez de courant au câble pour propager ces aigus de votre guitare à votre ampli, ou à votre pedalboard, c'est pareil. Tenez, je vous prends un exemple. Si on prend 10 mètres d'un câble, on va dire moyen, et que on branche ça sur une Stratocaster directement dans un ampli, on se retrouve avec un filtre qui, globalement, va venir couper toutes vos fréquences au-dessus de 2 kHz. Heureusement, certains câbles, et notamment celui que je vous recommande, tout particulièrement le Summer Spirit LLX, ont une capacité parasite vraiment très très faible et un blindage malgré tout très correct. Donc là on n'est que sur un double blindage, mais c'est en général assez suffisant pour l'utilisation qu'on en fait à la guitare. Si vous voulez du triple blindage, ça commence à être vraiment déjà plus cher. En plus, la flexibilité, elle est pas trop là sur un câble triple blindage. Ça commence à faire très épais à l'intérieur si vous voulez. Donc ce Summer Spirit LLX, il me sponsorise pas du tout la vidéo, c'est juste ceux que moi j'adore et que j'utilise. Non seulement ils sont assez flexibles et pas trop coûteux pour des câbles de bonne qualité, mais en plus, ils ont une capacité vraiment très faible de seulement 52 picofarads par mètre. En gros, 2 fois moins que la plupart des câbles dans le marché, quoi. C'est quand même vraiment très très bon.
Et l'exemple typique, c'est que si je rebranche ce câble-là de 10 mètres avec du Spirit sur une Stratocaster et mon ampli, je me retrouve avec une coupure à 4 kHz. Alors heureusement, la guitare électrique, naturellement, ne produit pas beaucoup d'harmoniques au-delà de 4 kHz. On produit un petit peu, mais bon, si on les atténue, c'est pas non plus la mort. Donc ce câble, il est beaucoup plus pratique sur une guitare que celui de mauvaise qualité qui se couperait à 2 kHz, voire moins, si vous avez des micros doubles, auquel cas, là, vous pouvez carrément ne rien avoir au-dessus de 900 Hz, 1 kHz. Ça commence à vraiment être bas à ce niveau-là. Enfin, le dernier point que je veux aborder, c'est votre pedalboard. Dans votre pedalboard, chaque câble compte. Et c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une espèce de mode depuis une trentaine, quarantaine d'années du true bypass. Le true bypass, c'est cool, ça veut dire que le signal passe comme s'il était dans un câble au travers de votre pédale lorsqu'elle est désactivée. Donc si vous avez 20 pédales, c'est comme si ça passait dans 20 câbles. Et du coup, c'est de la longueur en plus à compter. Donc là où vous aviez 10 mètres entre votre guitare et votre pedalboard, et 10 mètres entre votre pedalboard et votre ampli, vous pouvez facilement rajouter 10 mètres, et non, je déconne pas, il y a vraiment 10 mètres facile, dans câbles divers et variés et pédales true bypass que vous avez dans l'intégralité du pedalboard. C'est pas pratique, là vous allez perdre la blinde d'aigus. Pour contrecarrer ça, je vous recommande très fortement de placer un buffer vers le début de votre chaîne et un buffer vers la fin de votre chaîne. Donc en gros, un buffer à la fin de votre pedalboard et un buffer au début. Et attention, les fuzz en général n'aiment pas du tout avoir un buffer juste avant elles. Donc placez les fuzz en premier, puis les buffers, puis les drives, les chorus, les flangers, les delays, ce que vous voulez. Et enfin, à la fin, un dernier buffer pour aller propager le signal proprement jusqu'à votre amplificateur. Plus gros avantage, le dernier buffer que vous placez, il a tendance à être beaucoup moins sensible aux parasites, donc c'est tout ça de longueur où vous pouvez pas avoir de signal parasité par les bruits ambiants. C'est quand même vachement pratique sur scène. Tout ce qui est buffer, j'en parlerai dans un futur épisode. Pareil pour tout ce qui est impédance, je ferai un épisode dédié à ce sujet. Et enfin, pour les questions true bypass, buffer bypass, alors c'est vrai que vous pouvez utiliser des pédales qu'on dit buffered bypass, c'est le cas par exemple des pédales de chez Ibanez, Maxon, mais aussi de chez Boss. Vous pouvez utiliser ça complètement à la place d'un buffer, parce que ces pédales-là intègrent un buffer qui est constamment actif. En revanche, du coup, vous pourrez pas les placer avant certaines fuzz, parce qu'elles accepteront pas bien le son que ça va donner. Ils seront par contre très pratiques en fin de chaîne. Par exemple, si vous placez une reverb boss à la fin de votre chaîne, ça sera génial, parce que vous n'avez pas besoin de placer un buffer juste après, vous pouvez directement envoyer ça dans votre ampli. Ça aussi, je ferai un épisode dédié aux différents types de bypass pour vous expliquer un peu toutes les différences. Vous l'aurez compris, les câbles, c'est quand même un indispensable du guitariste, et ça vaut vraiment le coup de s'équiper de bons câbles. Donc si vous ne voulez pas vous embêter, vous faites comme moi, vous prenez du Summer Spirit LLX, parce que globalement c'est quasiment les meilleurs du marché pour un prix tout à fait correct, et vous évitez les câbles bas de gamme dont vous ne savez pas quelle est la capacité par mètre, parce que du coup vous ne saurez pas à quel point vous perdez des aigus. Et aussi il y a toutes les questions de flexibilité, de goût, de couleur, ça c'est à vous de voir, qu'est-ce que vous préférez comme texture sur votre câble, qu'est-ce qui vous plaît globalement lorsque vous jouez. Parce que le Spirit, il n'y a qu'un seul exemplaire qui existe malheureusement. Enfin, vous l'aurez compris, cette vidéo c'est un peu un prétexte pour vous annoncer des futures vidéos techniques qui sont en rapport avec le côté pratique, comment on monte un pedalboard, comment est-ce qu'on décide comment câbler, quel câble utiliser dans un pedalboard, qu'est-ce que c'est qu'un buffer, etc. Donc tous ces mythes, toutes ces histoires-là, je vais essayer de les démystifier dans les futures vidéos de la chaîne. Si vous voulez pas rater ces explications techniques sur comment marche en fait l'électronique de la guitare, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo à vos amis, parce que l'idée reste là aussi, c'est d'être pédagogique. Sur ce, je vous souhaite une bonne musique, prenez soin de vos câbles et à la prochaine.